Radio Papote sur Radio Saint-Féréol. Ça papote de quoi, Radio Papote? Radio Papote. Radio Papote. Radio Papote. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Saint-Fé 94.2. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette 12e émission de Radio Papote. On est le 8 mai 2026 et on va papoter ce soir d'un sujet qu'on aime bien, même s'il nous fout la rage, les grands médias de la France. Je m'appelle Elias, votre serviteur accompagné d'Antoine, et on va parler pendant 1 heure de grands médias qui partent en vrille. Donc Radio Papote, comme vous le savez déjà, si vous avez déjà écouté, elle est diffusée tous les 2e et 4e vendredis du mois à 21h sur Radio Saint-Fé, à 94.2 FM dans la région de Crème, mais aussi sur internet. On est en direct, aussi en streaming sur radiosaintfé.com. Vous pouvez nous retrouver aussi en podcast sur toutes les applications de podcast que vous avez. Podcast Addict, podcast Apple, podcast Spotify, podcast YouTube. Vous cherchez Radio Papote, vous pouvez vous y abonner, réécouter toutes les émissions passées, parce qu'on a abordé des sujets qui sont intemporels. Il y a 2 semaines, nous avons abordé le sujet des IA et des data centers, des intelligences artificielles et data centers. Et cette fois-ci, on va parler des grands médias français qui partent en vrille. Vous pouvez nous envoyer vos questions sur Instagram, on a un compte Radio Papote. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur l'émission via Instagram. Bon, t'es toujours avec nous, Antoine ? Salut Elias. Ah ouais, je suis toujours là. Et puis les médias indépendants, c'est un sujet qui me passionne et que je trouve très très important. Donc je suis trop content d'être avec toi ce soir et avec tous les auditeurs. J'espère qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Et toi Elias, moi j'avais envie de te présenter comme étant dans le top 5 des lecteurs d'Acrimed, si j'en crois les statistiques d'utilisation du site, et ce depuis sa création. Mais bon, tu vas nous régaler ce soir avec le décryptage des médias sur l'affaire Rima Hassan. Tu vas bien ? Eh oui, ça va bien. Acrimed, déjà un acronyme, acrimed.fr. Combien de fois je me suis retrouvé à rougir en m'approchant d'un stand Acrimed à la fête de l'UMA ou aux amphis d'été insoumis à Châteauneuf-sur-Isère. Peut-être que vous avez vécu ça, la timidité. On reste un pas derrière les gens qui osent parler, aux gens qui sont là sur le stand de l'association. On regarde tête baissée les fascicules, les livres du stand, les mains dans les poches, on écoute les discussions des autres et on se dit qu'on devrait parler aussi à un moment, on aurait envie de leur dire à quel point on aime leur travail. Et puis au final je me dégonfle et j'arrive pas à dire plus que bonjour, je voulais vous prendre un t-shirt avec le logo de l'association, vous l'avez en XL. Et maintenant tu te caches derrière des micros, donc on reparlera de tout ça, Elias. Exactement. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Saint-Fé 94.2. Une journée dans la peau de Rima Hassan, selon les droits d'art. Je me lève, je brûle un drapeau français, j'appelle le Hamas pour recevoir mes ordres, je vire tous mes revenus au grand guide suprême Molachon, je passe me fournir en cam chez Louis Boyard, je viens à ma 51e garde à vue du mois parce que je subis un acharnement politique et judiciaire sans précédent du fait que je sois une femme d'origine palestinienne qui dénonce les atrocités du régime colonial et génocidaire d'Israël. Ah pardon, je suis sorti du personnage. Bah au moins j'ai essayé, bordel. Non mais c'est toujours la même chose. Full fake news de la part des médias, puis quand on découvre que c'est des fausses fuites de l'intérieur du ministère de Darmanin, personne pour corriger ou s'excuser. Vous êtes où ? Vous êtes où ? La vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. Voilà, et c'est ça que vous... Ok ChatGPT, dis-moi comment ne pas avoir la haine des médias. Ah, je vois ce que tu veux dire. Franchement, c'est pas évident de s'y retrouver dans toute cette jungle. ta gueule. En vrai c'est simple, il suffit de soutenir des médias indépendants comme Glufatat et notre maison mère, le Canard Réfractaire. Voilà, en même temps la petite pub pour un média indépendant qu'on retrouve sur YouTube, Canard Réfractaire.
Ça a l'air de faire du bien, ça. Oh, ta gueule. Oh, ta gueule. À ChatGPT. Bon, on va pas commencer par parler des médias réfractaires. On va parler notamment des médias mainstream. Juste remettre en contexte ce qui va être question ce soir. C'est ce dont on va parler ce soir, donc le scandale Rima Hassan qu'on a vécu dernièrement. C'est pas une anecdote. On en parle ce soir. C'est une stratégie. Les présidentielles arrivent. Et la stratégie des médias dominants, disons, les médias du pouvoir dominant, du pouvoir politique en place, c'est de disqualifier la France insoumise, de faire un travail de sape en continu pour faire baisser le nombre d'électeurs potentiels. Surtout après les municipales et les européennes, hein, où tout ce petit monde s'est aperçu, Elias, que LFI tenait plus que son rang en déjouant un certain nombre de pronostics. Alors tous les moyens sont bons, hein. La bataille du vocabulaire d'abord. C'est le ministère de l'Intérieur lui-même qui qualifie LFI d'extrême gauche. Quand on regarde le programme de Mitterrand ou de Pompidou il y a 30 ans, c'est moins costaud que LFI, hein, sur plein d'aspects quand on regarde bien. Alors soudain, LFI, elle n'est plus dans l'arc républicain. Entre guillemets, l'arc républicain. C'est ça. Dans la bouche des macronistes, c'est le Rassemblement national qui en fait partie et plus LFI. Ah tiens. Donc d'un côté, on banalise le RN, le Rassemblement national, qui il y a encore peu était qualifié partout d'extrême droite, eu égard à son histoire pour le moins sulfureuse. N'y revenons pas. Relisez à ce sujet la revue des municipales, un combat qui est sorti, fait par un certain nombre de médias indépendants pour vous en convaincre. Il y est décrit par le menu toute la réalité tragique de la politique qu'ils mènent, hein, dans toutes les municipalités qu'ils ont gagnées où ils exercent le pouvoir. Et puis de l'autre, on tente de diaboliser la gauche radicale. Alors pour préparer les présidentielles, hein. Et on va voir que les coups bas et les attaques ce soir, c'est open bar, no limit. Ça papote de quoi, Radio Papote ? Récit du fiasco. Le naufrage policier et médiatique de l'affaire Rima Hassan. Alors, vous nous excuserez du ton quelque peu ironique pour parler de toute cette séquence, mais c'est vrai qu'il faut un peu en rire et en même temps un peu aller dans le fond des choses et décortiquer ce qui s'est passé, hein. On écoute des extraits de télé compilés par un fantastique compte militant sur X, ex-Twitter, qui s'appelle Caisse de Grève. Et on revient ensuite pour parler de cette séquence fiasco mémorable. Les policiers ont découvert en sa possession quelques grammes de drogue de synthèse, nous indique une source proche de l'enquête, confirmant une information de nos confrères du Parisien. L'eurodéputée insoumise Rima Hassan venait répondre aux enquêteurs dans une affaire d'apologie du terrorisme. Lors de cette garde à vue hier, ils ont trouvé dans son sac une substance qui s'apparenterait à de la drogue de synthèse, selon les mots du procureur. Rima Hassan, elle, parle de CBD. De la drogue a également été retrouvée dans ces affaires. On a trouvé de la drogue, des substances dans son sac. Des substances sont retrouvées dans ses effets personnels. Sa fouille a révélé la présence de matières s'apparentant d'une part à du CBD et d'autre part à de la 3-MMC. Une petite quantité de drogue de synthèse a aussi été retrouvée en sa possession. De la drogue de synthèse retrouvée sur Rima Hassan. Les policiers vont retrouver dans son sac des cristaux de drogue, de la drogue de synthèse. C'est une drogue de synthèse qui a été retrouvée dans ses effets personnels. Les policiers ont trouvé en plus dans son sac quelques grammes de drogue de synthèse. Plus d'1 gramme d'une drogue de synthèse. Près de 2 grammes de drogue de synthèse dans son sac. Prise avec des grammes de drogue de synthèse. Des cristaux d'un dérivé de la 3-MMC. Près de 2 grammes de 3-MMC qui est une drogue de synthèse. 2 grammes, c'est conséquent. Ça fait plusieurs dizaines de doses. On nous demande à nous les Français de dealer avec trop de... Attention à ce terme dealer. Oui, pardon. Oui, c'est vrai. Il n'y a peut-être rien de surprenant, j'allais dire, de stupéfiant à retrouver de la drogue de synthèse dans les affaires de Rima Hassan, même en petite quantité. Elle va dire qu'elle se fait harceler, cyberharceler depuis des mois, notamment par les Israéliens, par les sionistes, etc. Et en raison de ça, elle est tombée dans une profonde dépression et qu'elle a dû être aidée par cette drogue de synthèse, que c'était une erreur, mais voilà. Ça fait beaucoup de drogués à la France insoumise quand même. Jean-Luc Mélenchon a décidé de confier les clés de son parti à des gens totalement incontrôlables et cette affaire de drogue vient le prouver. La France insoumise, elle a un gros problème avec la drogue. Ensuite, elle va au commissariat, donc avec son sac à main. Elle nettoie pas son sac à main. L'immunité parlementaire, ça fait pas que t'as de la drogue dans ton sac à main. Je suis convoquée, j'y vais en fait
comme une reine, et tout va bien se passer. Quand vous avez quelqu'un qui vient d'un camp de réfugiés de ce type de pays, il y a une possibilité qu'il soit traumatisé et qu'il vienne avec un passif. LFI étant, je dirais, aussi le reflet d'une partie de la société qui est gangrénée par un certain nombre de mots, l'islamisme, la drogue, etc. À l'origine, c'est un problème d'immigration. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aurait jamais dû lui donner la nationalité. La seule condamnation qui m'intéresserait, c'est la déchéance de nationalité. On l'a appris cet après-midi, le parquet de Paris a classé sans suite la procédure ouverte pour usage de détention de stupéfiants contre Rima Hassan. Oui, le parquet de Paris a procédé au classement sans suite de cette procédure au motif que les investigations n'ont fait apparaître aucune infraction suffisamment caractérisée. Il y a donc aucun doute désormais sur l'absence de drogue de synthèse en la possession de l'eurodéputé Rima Hassan. Cette matière avait été envoyée en laboratoire pour une analyse plus poussée, une analyse toxicologique, et il en résulte aujourd'hui de ces analyses toxicologiques qu'il s'agit essentiellement de CBD, une substance qui est totalement légale et que Rima Hassan a expliqué utiliser à des fins médicales. Il n'y a donc aucune poursuite judiciaire contre elle, et le test positif à la kétinone, d'après nos informations, n'était donc pas suffisamment fiable, n'avait pas de valeur probante suffisante, d'où les tests plus poussés en laboratoire. Radio Papote sur Radio Saint-Féréol. Voilà, un peu de douceur après s'être avalé 3 minutes de compilation de cette séquence médiatico-politico-judiciaire policière exécrable qu'on a vécu jeudi 2 avril en boucle, et qu'on va vous raconter, non pas pour remuer le caca, mais pour commencer à comprendre qu'est-ce qui nous attend, comment résister à ça et qu'est-ce qu'on peut construire comme alternative. Restez avec nous, on va en parler pendant cette émission spéciale grands médias français qui partent en vrille. Jeudi 2 avril 2026, Paris, le matin. La députée européenne LFI Rima Hassan est convoquée au commissariat du 10e arrondissement. Une de plus, 13 procédures ont déjà été ouvertes contre elle pour apologie du terrorisme. Et toutes ont abouti à un classement sans suite. Mais cette fois-ci, elle est placée en garde à vue. 12h30, Le Parisien, le journal Le Parisien, dégaine le premier, en gros titre. Une, entre guillemets, info exclusive, signée par 2 journalistes du service police-justice, Denis Courtine et Jean-Michel Descugis. Ouvrez les guillemets, de la drogue de synthèse retrouvée dans le sac de Rima Hassan lors de sa garde à vue. Leur source, dite concordante. Le parquet de Paris, lui, n'a pas réagi. Aucun conditionnel dans l'article, 0. 13h57, l'AFP entre dans la danse, l'agence France Presse. Elle confirme les informations du Parisien. Au présent de l'indicatif, et non plus au conditionnel, en citant, ouvrez les guillemets, une source proche du dossier. Une seule source. La dépêche est aussitôt reprise en masse, cette seule source étant le article du Parisien, lui-même. Reprise en masse par Libération, Le Figaro, Le HuffPost, France 24, Europe 1, 20 minutes, Valeurs Actuelles, Ouest France, la machine s'emballe. 15h43. Sur X, le journaliste police-justice du groupe TF1 LCI, Raphaël Maillochon, prend lui-même les habits de l'inspecteur. Il tweet avec assurance, ouvrez les guillemets, les policiers ont mis la main sur des stupéfiants. Et il précise, la députée avait en sa possession 1 gramme de 3 MMC et du cannabis. Quelques heures plus tard, il ajoute une nouvelle exclusivité. Le test urinaire de Rima Hassan fait apparaître un résultat positif à une drogue. Rima Hassan est encore au commissariat. Elle n'en sortira qu'à 23h. 16h30. BFM reprend l'information en boucle. La chef adjointe du service police-justice, Alexandra Gonzalez, relaie, ouvrez les guillemets, une source proche de l'enquête confirmant une information de nos confrères du Parisien. Tout en concédant ne pas savoir ce que l'eurodéputé dit de ces faits. Ouvrez les guillemets, pour l'instant. Elle ne s'est pas exprimée, c'est normal. 18h, RTL s'emballe, je cite. Il y a une affaire dans l'affaire, puisque les policiers ont retrouvé dans son sac quelques grammes de drogue de synthèse. 18h48 sur BFM TV, le présentateur Marc Fauvel ouvre son émission. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Une garde à vue pour apologie du terrorisme et de la drogue retrouvée sur elle. Rima Hassan, l'étoile des insoumis, là au cœur de la tempête ce soir.
Le 20h emboîte le pas. Sur LCI, Routel Krief cite les tweets de Maillochon, son collègue de LCI, et lâche sans conditionnel des cristaux d'un dérivé de la MMC. Sur CNews, le plateau de Gauthier Lebret se surpasse. Pardon, j'ai vomi intérieurement. Partie de drogués, entre guillemets. Narco les filles, entre guillemets. Comportement de délinquant. Problème d'immigration, entre guillemets. Robert Ménard offre à la chaîne son bandeau du soir. Ça fait beaucoup de drogués à LFI. 20h18 sur BFM TV, la journaliste Julie Hamet, entre deux émissions spéciales sur l'Iran, glisse en souriant. Avant la pub, Rima Hassan avait pris son sac pour sa convocation. Quelques drogues de synthèse, voilà, c'est ballot, dit Didier François. Aux alentours de 23h, Rima Hassan sort enfin du commissariat. Le lendemain, le 3 avril, en fin d'après-midi, conférence de presse de Rima Hassan et son avocat, Vincent Bringart. Ils prennent la parole pour la première fois dans cette affaire. Les 2 contenants saisis, dit-il, contiennent du CBD, acheté légalement dans une boutique de Bruxelles, dont l'adresse a été communiquée à la police. Quant au fameux test urinaire positif, brandi comme preuve ultime, il confirme, selon l'avocat, qu'il n'y a pas de consommation de stupéfiants. Juste des traces faibles de THC, cohérentes avec une consommation de CBD légale, vendue dans les bureaux de tabac, en France. 16h36, ce même jour, Le Monde ajoute discrètement une mise à jour de son article du 2 avril. BFM TV avait promis de diffuser la conférence de presse de Rima Hassan et de son avocat à 17h. Elle fait l'impasse et renvoie l'info, la conférence de presse sur BFM2, sa chaîne secondaire en bout de bouquet TNT. LCI et CNews n'en retransmettront pas un seul mot en direct. Le 20h de France 2 du 3 avril a été regardé par 3,43 millions de téléspectateurs. Le tweet de mise à jour rectificatif de France 2 cumulera 3913 vues. Le samedi 4 avril, Le Parisien, BFM et L'Indépendant n'ont toujours pas modifié leurs articles. Aucun erratum, aucune excuse. Le mercredi 7 avril, Caroline Fourest, 7 avril. Très longtemps après, Caroline Fourest annonce en avant-première sur LCI la une du lendemain de Franc-Tireur, son magazine. Jeudi 8 avril, manchette, je cite « Exclusif, Rima Hassan et la drogue, révélation ». Dans sa chronique, Fourest répète 5 fois, je cite « Le parquet confirme ». Ce même jour, une dépêche AFP rappelle que le parquet n'a jamais rien confirmé et qu'il attendait les résultats d'analyse complémentaires. Patatras! Le 8 avril, le ministre de la Justice Darmanin annonce avoir saisi l'inspection générale de la justice après un article du Canard enchaîné. Une enquête est ouverte par la procureure de la République pour violation du secret de l'instruction. 6 jours après la garde à vue, l'avocat de Rima Hassan, Vincent Bringart, est formel. La procédure prétendue détention de drogue est classée sans suite. Le scellé présenté comme contenant de la 3-MMC ne contenait en réalité aucun produit stupéfiant. Et voilà, 7 heures de temps, c'est tout ce qu'il aura fallu aux journalistes pour vérifier aux journalistes pour vérifier leurs informations. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont choisi de faire et je ne vous ai pas tout dit. Le plus dégueulasse dans tout ça, c'est que dès le premier article paru dans Le Parisien, ils ont fait une allusion misogyne, baignée d'hypersexualisation des femmes d'origine arabe. Ils ont parlé du chemsex. Et oui, pour les immondes médias nationaux, il fallait en rajouter une couche. Que cette drogue de synthèse, soi-disant retrouvée dans ce sac, serait communément utilisée dans une pratique sexuelle sous l'emprise de drogue qu'on appelle le chemsex. D'autres médias, comme BFM TV, en feront des encarts sur leur site web, des présentations du style « Qu'est-ce que le chemsex ? Cette pratique qui utilise cette drogue que la police aurait retrouvée dans le sac de Rima Hassan. » Si, je vous jure, bref, comme dirait l'autre, hein, il va falloir réformer tout ça de la cave au grenier. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Saint-Fé, 94.2. Antoine, je te pique à chaud là sur ce récit. Est-ce que tu avais quelque chose à dire avant qu'on passe à la suite ? Tu avais une petite réaction ou pas ? Non, mais l'extrait, la compilation de faite par caisse de grève, elle est intéressante parce qu'on voit l'accumulation. Finalement, il y a un peu ce comique tragique, horrible de répétition où chacun répète les mêmes mots en boucle, avec des sources plus ou moins confirmées, mais voilà, la dépêche AFP, à force de loi dans ce milieu, s'il y a une dépêche AFP, c'est que c'est vrai, on n'a plus besoin de contre-vérifier, et puis on peut y aller. Et effectivement, le timing qui est hallucinant, on n'attend pas qu'elle sorte et qu'elle s'explique,
Et quand elle sort pour s'expliquer, bizarrement, il n'y a plus de retransmission et il n'y a plus d'audience possible à se faire. Donc, on met ça sous le tapis. Ouais. Et avant d'écouter Rima Hassan elle-même, qui donne son analyse de cette séquence, je voulais juste préciser que tout ce récit a été décortiqué, analysé par donc cette association Acrimed, Action Critique Média, très vieille association pour peut-être une vingtaine d'années, qu'on peut retrouver donc sur le site www.acrimed.org, acrimed.org, tous les articles, dont les articles d'analyse sur la séquence de Rima Hassan. En tout cas, comme ils écrivent dans leur analyse Acrimed, dans les médias contre la gauche, ils ont fait un livre qui s'appelle Les médias contre la gauche, que je vous recommande de lire si vous avez envie. Acrimed, il résume en quelques mots le processus qui caractérise régulièrement des épisodes de journalisme de préfecture, ils appellent ça. C'est phase 1, désinformation massive, phase 2, rétropédalage en demi-mea culpa, et phase 3, maintien des informations bidonnées en ligne, disponibles à tous publiquement. Dans le cas d'espèce, la deuxième phase de rétropédalage fut généralement passée par pertes et profits, les journalistes étant intoxiqués aux sources policières et aveuglés par leur traitement ordinairement à charge contre Rima Hassan, c'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est normal de traiter Rima Hassan comme ça. Voilà. Donc c'est un peu ça cette analyse pour finir. Ouais. On peut penser à Noam Chomsky aussi comme référence en complément de l'Acrimed, qui décrit parfaitement la fabrique du consentement, c'est-à-dire comment les médias mainstream sont au service du pouvoir par un certain nombre de mécanismes, notamment des dépêches qui tombent toutes cuites, prêtes à être répétées au service de l'idéologie dominante. Ouais, oui, c'est ça. Et là, dans cet enchaînement, à part, moi j'ai tiré quelques points un peu important et vraiment inédit de ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois on franchit un cran, je trouve. Il y a l'histoire du chemsex, donc cette allusion misogyne et raciste de sexualisation de la femme arabe qui est commune à au racisme en fait. On sexualise beaucoup les dominés. Enfin, ceux qu'on considère comme étant dominés dans la société. Et donc, il y avait ça, mais il y a aussi la problématique des fuites judiciaires, des fuites policières qui ont été organisées. En tout cas, c'est ressorti quelques semaines plus tard. Là, dans mon résumé, on en parlera peut-être aussi dans le reste de l'émission, mais il a été avéré par Mediapart et par d'autres journaux qui ont sorti, Le Canard enchaîné aussi, que pendant la garde à vue, les fuites de ce qui se passait et les soupçons de drogue retrouvés dans le sac, la fouille du sac, tout ça a été organisé en lien avec des responsables techniques, des employés finalement du ministère, pour, on ne sait pas encore comment, être envoyés aux journalistes du Parisien qui ont ouvert l'info exclusive en premier. C'est-à-dire que pendant que la garde à vue se passait, sous le secret, des journalistes étaient en lien par SMS, par téléphone, avec des fonctionnaires de justice, police, justice intérieure, on ne sait pas, qui ont communiqué ces rumeurs pour les faire monter en sauce. Donc ça, c'est un premier élément qui est vraiment incroyable sur ce scandale, parce qu'en fait, ça en fait un scandale d'État. C'est-à-dire qu'on n'a pas respecté la séparation des pouvoirs, on n'a pas respecté le fonctionnement de la présomption d'innocence, etc. On n'a rien respecté du tout dans cette histoire, parce que c'est Rima Hassan, parce que c'est une voix palestinienne, parce que c'est LFI. Elle va très bien l'expliquer dans cette conférence de presse que je voulais vous passer, où en fait on entend vraiment pour la première fois la parole et l'analyse de Rima Hassan sur cette séquence le lendemain de sa garde à vue. On écoute ça et on revient après pour la suite. Je vais peut-être commencer par dire que ce fait s'inscrit, à mon sens, dans une séquence qui va s'ouvrir jusqu'au présidentiel. Et personne n'est dupe du caractère politique de cette affaire. Et en réalité, ce n'est pas la première, et j'aurai l'occasion d'étayer ce propos. Ces procédures, je crois que ça va faire plus d'1 an que je m'exprime de façon assez régulière sur ce sujet, en dénonçant auprès de différents journalistes ou sur mes propres réseaux sociaux que je fais l'objet d'un véritable harcèlement judiciaire, politique, exclusivement en raison de mes opinions politiques. Et j'en veux pour cause la temporalité de cette dynamique de harcèlement qui a commencé dès mon entrée en politique. Puisqu'il se trouve que je suis convoquée pour apologie du terrorisme avant même qu'il y ait élection, avant même qu'on arrive à l'échéance des élections des européennes. Et dès ce moment-là, on avait quand même le sentiment que cette convocation pour apologie de terrorisme au milieu de la campagne a été faite pour perturber finalement la campagne et les idées que nous avions à défendre durant cette campagne des européennes.
Cette dynamique de harcèlement, elle n'a pas cessé après mon élection. Alors, on vous a cité 16 procédures, dont 13 qui ont été classées sans suite, mais en réalité, on n'a pas du tout de visibilité sur le nombre de plaintes et de signalements qui ont été déposés. Je pourrais peut-être donner une approximation, mais on est dans des dizaines de plaintes et de signalements qui ont été faits à mon endroit en l'espace de 2 ans de mandat politique, ce qui est quand même assez inédit. Pour des idées et des opinions que je me suis engagée à défendre. C'est-à-dire que tout au long de la campagne, ça a été le centre de mon propos, qui est de dire que la question palestinienne sera apportée comme une question européenne à part entière. Je ne vais pas revenir sur les raisons pour lesquelles cette question palestinienne demeure, à mon sens, une question européenne et elle mérite toute sa place dans les travaux de la Commission des Affaires étrangères, dans les travaux de la Commission des droits de l'homme dont je suis membre, et j'assume parfaitement d'en faire mon sujet principal de bataille politique. Et en réalité, c'est sur ce fondement-là que je suis ciblée à titre personnel, mais plus largement, c'est le mouvement de la France insoumise, puisque en m'investissant, en me donnant finalement aussi cette place au Parlement européen, en défendant à travers tous ces élus cette question palestinienne, en dénonçant le génocide à Gaza, en s'engageant sur la défense inconditionnelle du droit international, en interpellant de manière assez régulière le gouvernement français, le président de la République sur cette question de complicité qui a été pointée par des observateurs internationaux, donc de la France avec le régime israélien dans les crimes qui sont perpétrés. Je veux citer le dernier rapport de Francesca Albanese qui cite explicitement la France, les enquêtes de vos confrères disclosent, qui font état de la question des livraisons d'armes. Voilà, on a énormément d'éléments finalement pour être dans une position de légitimité politique à interpeller nos gouvernements français, enfin notre gouvernement français et plus largement européen sur cette question de l'impunité d'Israël, sur les crimes qui sont commis et sur notre responsabilité finalement d'élus, de citoyens et de politique sur ce qui se joue sur cette région. Donc, je veux insister sur ce caractère vraiment de persécution pour des idées politiques, pour des opinions politiques que je dois pouvoir exprimer librement avec la radicalité que je choisis, avec le ton que je choisis et avec les moyens que je dois pouvoir choisir dans le cadre de l'exercice de mandat. Dans cette affaire, il y a des responsabilités que je veux aussi pointer. Avec tout le respect que j'ai pour votre profession, il y a une dynamique de harcèlement qui est aussi entretenue du côté médiatique. Ça a été le cas, bien sûr, sur cette affaire-là, mais ce n'est pas la première. Sur l'affaire de Rank, ça a été également le même déchaînement. Et sur tant d'autres affaires, on a eu des tempêtes, finalement, médiatiques qui ont aussi participer à aggraver la situation, à déformer une réalité, une vérité que nous n'avons même pas pu finalement avoir pu exposer ou défendre pleinement. Et vous avez aussi une responsabilité en ce sens, puisque beaucoup de fake news finalement ont été relayées par des dizaines de journalistes en l'espace de 24 heures, avant même que je puisse m'exprimer, avant même que je puisse répondre à vos questions. Et légitimement, je comprends que vous puissiez en avoir au vu de cette actualité. Mais il y a quand même une responsabilité à questionner de ce point de vue-là. Et j'espère qu'en tout cas, une remise en question sera faite de la part d'un certain nombre de commentateurs sur ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Je veux aussi rappeler un contexte national qui est très préoccupant sur cette question du dévoiement finalement des lois antiterroristes, des atteintes portées
aux droits et libertés des citoyens. Et je veux rappeler que la raison principale pour laquelle je me suis rendue à toutes mes auditions, ça a été aussi pour m'inscrire en solidarité avec les centaines de militants, militantes, de citoyens, de citoyennes qui ont fait l'objet des mêmes convocations, des mêmes poursuites, voire même pour certaines condamnations. Et pour finalement m'inscrire en solidarité et ne pas me prévaloir de cette immunité parlementaire qui pouvait un peu me protéger, alors que je m'inscris vraiment dans un mouvement qui est assez large en France et en Europe, qu'est le mouvement de solidarité pour la cause palestinienne. Il y a eu les jugements donc prononcés pour apologie du terrorisme ont explosé entre octobre 2023 et novembre 2024. Donc c'est-à-dire en l'espace de moins d'un an, le ministre de la Justice comptabilise 452 jugements, 305 condamnations, soit un triplement des chiffres qu'on avait avant le 7 octobre 2023. On n'a pas les chiffres sur la période de 2024 à 2025, mais je pense que tout le monde est témoin que c'est une dynamique qui ne fait que s'accélérer, s'accentuer et qui doit nous interpeller et qui effectivement par ailleurs fait l'objet des observations des rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui travaillent sur la question des lois antiterroristes et du dévoiement des lois antiterroristes à des fins de restriction des libertés et des droits et des libertés des citoyens. Et on l'a interpellé et saisi à ce titre pour qu'il puisse nous éclairer aussi sur la situation en France et de l'utilisation qui est faite des lois antiterroristes à des fins de répression du mouvement de solidarité avec la Palestine. Dans le même temps, aucune convocation ou condamnation pour apologie de crimes de guerre ou crimes contre l'humanité ne sont prononcées. Où on n'observe pas, si vous voulez, une même dynamique, une même dynamique de répression, de signalement, de plainte, qui serait par exemple déposée à l'endroit de Meir Habib, qui qualifie la population palestinienne de cancer. À la télé, il n'a fait l'objet d'aucune garde à vue et il n'a fait l'objet d'aucune condamnation. Ou encore Louis Sarkozy qui peut dire en toute liberté qu'il souhaite que les Palestiniens crèvent tous à la télé également sans qu'ils fassent l'objet de signalements particuliers ou de garde à vue ou de poursuites ou encore moins de condamnation. Je rappelle qu'il y a 4000 soldats franco-israéliens qui ont directement participé à des crimes perpétrés à Gaza, et notamment donc, le génocide, mais qui peuvent effectuer librement des allers-retours entre la France sans que la justice ne puisse se pencher sur leur participation directe à des crimes qui sont aujourd'hui très largement documentés et qualifiés de crimes de génocide. Donc cette stratégie de harcèlement judiciaire, elle vise d'abord et en premier lieu à m'empêcher de travailler. Je veux quand même souligner que ça intervient à un moment qui est celui des présidentielles. C'est-à-dire que nous rentrons dans une temporalité où nous savons que la France insoumise va perpétuellement être une cible, puisque les chances de la France insoumise d'arriver au second tour ne font plus aucun doute, et que il y a une volonté manifeste de diaboliser la France insoumise, de cibler finalement ses militants et ses militantes, et aussi de faire payer à la France insoumise ses engagements sur la question palestinienne. Donc mon mot de conclusion, ça sera un mot de détermination. Il n'est pas question pour moi ni de céder à cet acharnement politique, judiciaire, et aussi, j'ai eu l'occasion de le dire, médiatique. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. Allez, on écoute un peu de musique et on se retrouve pour une surprise qu'on vous a préparée pour la suite. On va écouter Louisa Donna, chanson qui s'appelle Vieille Meuf, et sélectionnée par notre ami Simon, qui nous sélectionne toutes les musiques pour cette émission. À tout à l'heure. Tu me
Télégramme, on se retrouvera sur Telegram. Quel drame, je poste des trucs sur Instagram. J'ai perdu la foi, peut-être 310 fois. T'as rien d'autre à dire, t'es bonne qu'à me dire. Je sais pas ce que tu fous, peut-être tu craches sur tout. Moi j'accuse les coups, toi t'accuses. Je milite mal, je pense à mal. Je suis qu'une vieille meuf qui pue du trou de balle. Je piche que dalle, je devrais die. Je suis qu'une vieille meuf. Toi aussi t'as trouvé le temps de venir me pourrir. Toi aussi t'as lâché des slogans pour ça. Je milite mal, je pense à mal. Je suis qu'une vieille meuf. Tu parles, t'as plein d'idées, tu fais que dalle. Quelle blague, t'es derrière ton écran au calme. J'ai plus le temps de rien, c'est mon quotidien. Toi t'as le temps de penser à nos années passées. Je sais pas ce que tu fous, peut-être tu craches sur tout. Moi j'accuse les coups, toi t'accuses. Je milite mal, je pense à mal. Je suis qu'une vieille meuf qui pue du trou de balle. Je piche que dalle, je devrais die. Je suis qu'une vieille meuf. Toi aussi t'as trouvé le temps de venir me pourrir. Toi aussi t'as lâché des slogans pour ça. Je milite mal, je pense à mal. Je suis qu'une vieille meuf. Alors comme ça, tu sais mieux que moi. Les bêtes sombres grognes hérissent sur nos charognes. Alors comme ça, tu tires sur moi. Le monde part en vrille, on s'envoie des torpilles. Je suis qu'une vieille meuf. Je milite mal, je pense à mal. Je suis qu'une vieille meuf qui pue du trou de balle. Je piche que dalle, je devrais die. Je suis qu'une vieille meuf. Toi aussi t'as trouvé le temps de venir me pourrir. Toi aussi t'as lâché des slogans pour ça. Je milite mal, je pense à mal. Je suis qu'une vieille meuf. Voilà, c'était Louisa Dodin, une artiste, une découverte de notre programmateur musical. On va l'appeler comme ça, c'est un peu pompeux. En tout cas, on est sur Radio Papote, on est sur Radio Saint-Ferréol 94.2 FM dans la région de Crest, sur internet, sur radiosaintfé.com en streaming. Et sur toutes les plateformes de podcast. Je vous rappelle qu'on est disponible. Vous pouvez nous envoyer des messages sur Instagram @radiopapote et aussi vous abonner à tous nos podcasts sur n'importe quelle plateforme, Apple, YouTube, Spotify, toute autre application, voilà. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Saint-Fé 94.2. Voilà, donc on revient sur ce récit de cette catastrophe médiatique, de cette vague de fake news qui a emporté à peu près tous les grands médias français le 2 avril sur la soi-disant prise de drogue illégale dans la garde à vue, la énième garde à vue de Rima Hassan pour apologie du terrorisme. On voudrait traiter de ce sujet aussi de manière un petit peu rigolote et on vous a préparé une petite surprise pour quand même après revenir sur des sujets plus sérieux sur comment on va lutter contre ces médias qui diffusent la haine et les mensonges de manière de plus en plus comment dire et sans honte, toute honte bue, on va dire. Voilà. En tout cas, on va faire notre petit flash. Bonjour
Bonjour à toutes et à tous, il est 7h, voici les titres du journal de ce matin. C'est l'information exclusive ce matin à la 8e garde à vue en 3 mois pour Rima Hassan et une saisie des faits personnels qualifiée de record par les forces de l'ordre. On aurait été retrouvé dans son sac à main 3 seringues de shoot, 9 kilos d'héroïne, une mitraillette ainsi que 13 couteaux de boucher. Évidemment, on vous en dit plus, restez avec nous. Antoine, vous êtes devant le commissariat du 10e arrondissement, que pouvez-vous nous dire à ce stade ? Ah oui, Elias, ce sont des révélations plus graves encore qui émanent des couloirs du ministère de l'Intérieur après l'interpellation ce lundi de Rima Hassan en gare de Lyon pour port de kéfillet sur la voie publique. Selon le ministre de l'Intérieur Jordan Bardella, elle n'aurait pas résisté à l'interpellation, mais aurait dit au micro de nos confrères de Frontier News « Ça commence à faire beaucoup ». Signe évident de fébrilité chez la militante d'extrême gauche. Merci Antoine, une information émanant de notre source judiciaire vient d'arriver et c'est exclusif. Aurait-elle également été retrouvée dans le sac de la députée LFI 8 kilos de cannabis, 13 kilos de cocaïne, 4 kilos de farine, 200 grammes de beurre, l'extrait de vanille, mais aussi le charisme de Raphaël Glucksmann ainsi que la veste verte de Marine Tondelier qu'il avait déclaré volée aux autorités il y a plus d'une semaine. Antoine, vous rendez-vous compte ? Antoine, vous qui êtes sur place, qu'entendez-vous à travers les murs et les portes du commissariat ? Ah oui, Elias, à notre micro, le préfet de police s'est dit très inquiet. On ne sait pas combien de sacs à main elle pourrait encore avoir chez elle, a-t-il dit. En conséquence, le parquet de Paris ouvrira dès lundi une enquête pour déterminer si Rima Hassan pourrait être en possession de grandes quantités de pétrole et être ainsi à l'origine de la hausse des prix du carburant. Bien entendu, tous ces faits sont niés en bloc par l'avocat de la défense qui le clame haut et fort. Merci Antoine, en direct du 10e arrondissement de Paris. Plus d'informations dès qu'on en sait davantage tout à l'heure dans le journal de 8h. Mais avant cela, on s'écoute la reprise de Je ne suis pas un héros par Jean-Philippe Tanguy, le petit prince de la chanson identitaire. Il est 7h08, excellente matinée à tous et à toutes sur France Bolloré. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. Voilà, alors on était quand même pas loin de la réalité. Quand on a vu cette séquence du 2 avril, on s'est dit mais sur quelle planète on est, quel moment on vit, on a dépassé toutes les limites, c'était vraiment incroyable. Donc on a vraiment parlé de beaucoup de médias, disons de masse dominants, les amis du pouvoir, qui ont d'ailleurs, ils sont possédés par des amis du pouvoir, qui ont à leur tête de leur rédaction des amis du pouvoir, ou des amis des grands chefs d'entreprise, des milliardaires. Je parle de BFM avec Rodolphe Saadé, qui possède CMA CGM, qui est un armateur de navires, de paquebots, de bateaux, un armateur qui est très proche de la Macronie. On a Le Parisien qui appartient au groupe Lagardère, peut-être bientôt aussi au groupe Bolloré, qui s'associe au groupe Lagardère sur pas mal de choses. Bolloré, on a parlé de CNews, on a parlé du JDD, on a parlé de pas mal de choses. Donc voilà. Mais par contre, je voudrais vous dire que certains journalistes travaillent autrement. Et justement, Antoine. Oui, écoute, certains journalistes font un travail autrement. Donc il y a une commission sénatoriale qui n'a pas valeur à légiférer, mais qui a valeur à écouter la société civile sur le thème de la régulation de l'information qui a eu lieu récemment. Alors ça peut paraître rébarbatif, mais elle a reçu notamment dans une de ses audiences, en même temps, Street Press, Blast et Basta. Donc ce sont 3 médias indépendants. Et on va expliquer juste après qu'est-ce que ça veut dire être un média indépendant. Mais si vous avez 1h30 et que vous voulez comprendre c'est quoi un média indépendant, comment ça vit, qu'est-ce que ça apporte aux gens, comment ça se finance, c'est The contenu à regarder. Vous cherchez sur YouTube par exemple Blast, commission sénatoriale par exemple, et vous allez tomber dessus. Alors croyez pas que ces médias sont tout petits, parce qu'on nous dit souvent que ces médias ils n'existent pas, ils sont tout petits, ils n'ont aucune audience, ils ont peu d'effets finalement. Blast donne par exemple quelques chiffres. Blast, c'est 2212 vidéos disponibles en accès gratuit sur YouTube et sur notre site, qui ont généré 456 336 364 vues. Donc je répète, 456 millions de vues depuis la création de Blast.
Voilà, donc c'est un peu moins que Kim Kardashian ou Gangnam Style en nombre de vues, mais c'est quand même une surface tout à fait remarquable. Des dizaines de milliers d'abonnés, puisque le financement principal se fait autour des dons. Donc dans cette commission, ces 3 médias présentent leur fonctionnement et répondent aux questions des sénateurs. Ils se soumettent, même s'ils sont sur les réseaux sociaux, ils se soumettent aux droits de la presse. Donc contrairement à certaines plateformes type X ou etc., qui sont des multinationales, donc qui essayent par tous les moyens de s'extraire du droit qui s'applique à la diffusion de l'information, notamment de la presse, et de la presse écrite en particulier, et donc tous les systèmes de régulation qui existent, eux, ils essayent au contraire de respecter ça à la lettre. Bon, j'ai écouté les 2 tiers, c'était super intéressant en fait de voir ces gars. Alors c'était 3 hommes, mais il y a beaucoup de femmes dans leur rédaction. Certains portent une attention particulière à la mixité, défendent un peu les médias indépendants qu'ils ont créés. Alors parfois à coup de crédit à la consommation déguisé parce que les banques refusaient de leur prêter ne serait-ce que 5 000 € pour démarrer dans le cas de Street Press. Donc ils ont des valeurs et une démarche totalement à l'opposé de beaucoup de choses qu'on voit et de beaucoup de médias qu'on a décrits juste avant à travers l'épisode Rima Hassan. Alors premièrement, ils n'ont pas du tout donc 0 ou très très peu de pubs dans leur modèle économique. Le but, ce n'est pas de rendre, comme le disait Patrick Lelay, l'ancien président de TF1, notre cerveau disponible pour absorber de la publicité. C'est pas du tout ça leur source de financement. Ils font plus appel à du crowdfunding, des campagnes de financement saisonnières, on va dire. Exactement. Des appels aux dons. C'était mon 3e point, mais je peux en parler maintenant. C'est le financement qui est quasiment totalement indépendant, donc qui permet d'être libre de ce qu'on raconte. C'est intéressant dans l'audition, donc on leur demande s'ils ont des financements publics. Donc dans les 3 cas, c'est entre 0 et 10% de leur financement total, donc c'est pas du tout représentatif, c'est pas ça qui leur permet de garantir leur pérennité. Et puis c'est assez drôle, la directrice financière corrige par texto le patron de Blast, comment il s'appelle ? Denis Robert. Denis Robert, merci. Parce qu'il a oublié 80 000 € de subvention, alors ce qu'on appelle sur les droits voisins. Okay. Voilà, donc transparence totale sur les mécanismes de financement. Donc ce qui les finance, c'est effectivement soit les abonnements, donc des gens qui choisissent de donner de l'argent tous les mois, comme moi, comme d'autres, pour pérenniser, pour que ces médias existent, et puis pour permettre à d'autres de les consommer gratuitement. Et puis des dons réguliers. Donc Blast a par exemple entre 4 000 et 5 000 dons tous les mois qui viennent compléter leur rémunération. Ils ont un chiffre d'affaires aujourd'hui qui tourne à 5 millions d'euros et une 40aine de personnes qui y travaillent. Du point de vue des contenus, du coup ? Oui, des contenus. 2e différence ou 3e différence par rapport à tout ce qu'on a vu avant, des contenus qui ne sont pas pilotés par l'audience et par la peur ou les sentiments que ça va générer ou l'addiction possible que ça va générer par les auditeurs, mais par leur intérêt propre. Intérêt démocratique, intérêt historique, intérêt social, sur des études notamment, intérêt environnemental. Et d'ailleurs, ça explique, vous aviez peut-être remarqué ce type de médias, on a l'impression qu'il couvre beaucoup les sujets environnementaux ou sociétaux, puis on se dit, mais pourquoi ces sujets-là pourquoi ces médias sont un peu spécialistes de ces sujets-là ? Mais ça vient de là, en fait, parce que ils traitent de contenus sociétaux et ils n'ont pas vocation à maximiser l'audience à l'instant T immédiate et le cerveau disponible pour fournir de la pub. Donc ça explique que ces contenus environnementaux ou systémiques un peu qui font des analyses globales, un peu transdisciplinaires, sont d'ailleurs beaucoup plus souvent traités et beaucoup mieux par ce type de médias indépendants. On peut penser à Mediapart, on peut penser à Reporter, on peut penser à d'autres médias de ce type. Et puis peut-être donc sur ce financement totalement indépendant, Street Press nous lance un appel à ce sujet que je trouve fort à propos et que je vous propose de relayer ici. Je pense que c'est important d'encourager les gens qui nous suivent à soutenir la presse indépendante et les titres dans lesquels ils se retrouvent, parce que c'est comme ça que ces médias vivent aujourd'hui. Voilà, donc il le dit très simplement et mieux que moi, il invite à soutenir. Il y a toujours une humilité dans la manière dont il s'exprime. Il n'y a pas d'injonction ou d'IFO ou de grandes phrases. On essaie d'être dans la nuance et on explique son travail au quotidien. Ce travail au quotidien, il passe, Elias, par une démarche journalistique un peu exemplaire. C'est-à-dire le journalisme, disons à la lettre, où on documente systématiquement tous les faits qu'on relate. On essaye de relater les faits. Ça ne veut pas dire qu'on a
aucun avis sur les faits, bien au contraire, l'objectivité peut venir d'une opinion qu'on a creusée, argumentée et étayée, mais on essaye de copier la presse écrite et les lois traditionnelles, donc le droit au contradictoire, quand on incrimine quelqu'un ou dont on relate parfois des actes illégaux, il a évidemment un droit de réponse ou un droit de regard avant que ce soit publié, des vérifications, contre-vérifications systématiques. Donc hashtag Rima Hassan fait du chemsex et se balade avec de la drogue sur elle. Et puis un des procédures aussi, très très souvent, ce sont des médias qui font très peu appel à l'IA ou pas du tout et qui s'en méfient. Donc ils sont en train de monter en gamme pour ne pas se faire avoir à relayer des choses ou à faire confiance à des contenus sur Internet qui ne seraient pas vérifiés. Ouais, évidemment, c'est sûr que là, on a limite envie que certains journalistes soient remplacés par une IA, quoi, parce que on se demande si ça serait pas limite mieux quand on vient d'entendre les extraits qu'on a entendus et les emballements médiatiques qui sont organisés, planifiés pour garder les personnes sur l'écran entre deux pauses publicitaires sur des mécanismes de polémique, de fake news et de suivi pseudo-policier judiciaire de non-affaires en fait. Voilà. Donc peut-être en pré-conclusion de tout ça, je dirais, alors on peut être d'accord, pas d'accord avec ce qu'ils relayent sur les différents sujets, ils n'ont pas vocation à tout savoir, mais en général c'est des documents bien documentés, etc. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que leur démarche, il y a une éthique derrière, il y a des valeurs, il y a une méthodologie qui permet pour moi de les placer dans des médias à écouter, en contrepoint des médias mainstream. Radio Papote sur Radio Saint-Féréol. Et oui, tous les 2e et 4e vendredis du mois à 21h sur Radio Saint-Féréol 94.2 FM dans la région de Crest, sur internet radiosaintfé.com. On arrive à la fin de cette émission sur les grands médias qui partent en vrille. Alors, on avait envie de vous parler aussi d'alternatives là juste avant. On vous a parlé de médias, disons, alternatifs. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que tu as dit, Antoine, c'est que à un moment donné, il faut aussi ne pas forcément accepter toujours le côté, si c'est un média alternatif, c'est un média militant. Non, en fait, c'est un travail, c'est un média qui est diffusé pas dans les canaux habituels, la télé, etc., parce qu'elle n'y a pas accès, mais c'est un média qui devrait être un média normalement, c'est-à-dire qui traite des sujets qui vont dans le fond et qui rentrent pas dans des boucles de fake news et d'alimentation d'une audience complètement factice. Et la meilleure preuve de ça, c'est que si c'est une expérience que vous pouvez faire sur certains sujets, peut-être que vous connaissez un peu mieux ou sur lesquels vous les creusez, si vous ne croyez pas ce que ce type de médias raconte, allez vérifier ce qui se fait dans les études, dans les sources, alors pas forcément dans les médias mainstream, sur Le Monde ou Le Parisien, allez vérifier. Et allez au contradictoire et vous verrez que dans les sources qui sont citées, c'est souvent très sérieux et ça permet aussi au fur et à mesure de se rassurer sur le fait qu'on n'est pas chez des complotistes qui inventent des fake news pour contrer les pouvoirs dominants par plaisir ou par eux-mêmes volonté de pouvoir. Ouais, j'irais même plus loin dans cette catégorie de où est-ce qu'on peut trouver des alternatives qui est un peu dans le thème comment en fait finalement boycotter en fait les grands médias. Je pense que le boycott est quelque chose un mot qu'on met pas beaucoup, mais je pense que le boycott aujourd'hui existe vraiment dans la société française parce que beaucoup de gens ne regardent plus les grands médias, beaucoup de gens en ont ras-le-bol. Moi, ils me font vomir la plupart du temps. Je ne les supporte plus. Une des raisons pour lesquelles j'ai voulu aussi créer Radio Papote, c'est que je voulais qu'on ait un espace d'expression qui soit autre que ces tombereaux des flux de merde qu'on écoute en permanence même quand on écoute le service public, même quand on écoute Radio France, France Inter, France Culture, machin, on tombe sur des trucs vraiment hallucinants des fois. Pas que, il y a encore des bonnes choses, on va dire. Mais le boycott, c'est important, il faut le dire, je pense. Il faut rentrer dans cette phase où on va parler de boycott, parce que ça peut leur faire mal, de la même manière que pour la Palestine, il y a boycott des investissements sanctions, qui est justement quelque chose qui veut être interdit par la loi, notamment la loi Yadan, qui était en plein débat pendant cette séquence de l'affaire Rima Hassan et de la drogue le 2 avril. Je vous rappelle la pétition contre la loi Yadan, la pétition sur l'Assemblée nationale, qui a eu 707 957 signatures et qui a été retoquée, qui n'a pas été étudiée, mais qui finalement a abouti au retrait temporaire de cette loi
qui allait sortir du droit de la presse pour mettre dans le droit civil, en gros, l'interdiction de critiquer Israël, parce que si on critique Israël, c'est qu'on est antisémite. On en revient à cette affaire Rima Hassan, pardon, je te passerai la parole juste après, mais on en revient à cette affaire Rima Hassan, c'est que ce qui est recherché dans les médias mainstream qui partent en vrille, c'est de garder aujourd'hui le monopole de la diffusion des informations, et c'est pour ça qu'ils attaquent des figures militantes. On parle de LFI, mais ils attaquent aussi n'importe qui d'autre qui pourrait s'opposer à leur fonctionnement et à le développement de leurs idées, de leurs arguments. Hein. Tu parlais de boycott, c'est vraiment intéressant à 2 titres. Premier titre, c'est ces médias fonctionnent pour la plupart à l'audience. Alors hors médias publics, mais donc une manière de leur faire mal, c'est effectivement de faire baisser les audiences. On doit relayer ici ce fait incroyable que Radio Nova bat France Inter tous les dimanches soirs pendant la diffusion de la dernière et explose actuellement tous les records d'audience. C'est pas un hasard et c'est relayé et ils comprennent parfaitement que c'est une menace. C'est une menace. Oui. Et puis le deuxième élément sur le boycott, c'est un dicton qui m'a été dit par un ami il y a quelques années. Qui m'a dit dans les médias dominants, disons généralistes, les seuls sujets qui sont bien traités sont les sujets sur lesquels tu n'es pas expert. Et donc quelque part, quand vous êtes expert d'un sujet, vous comprenez que ce qui circule dans ces médias, c'est malheureusement très souvent relativement éloigné de la vérité, avec des faux sens et puis des contresens. Donc peut-être que c'est le moment de les abandonner. Ça papote de quoi, Radio Papote ? Eh ben, ça papote de quelle solution on va trouver pour les grands médias. Hein. On a parlé de boycott, on a parlé de l'affaire, soi-disant Rima Hassan, mais ces médias qui sont tellement inféodés au pouvoir politique et économique de ce pays, bientôt on va entrer dans une campagne électorale pour les présidentielles 2027 et on vous donnera rendez-vous l'année prochaine pour des émissions Radio Papote à propos des programmes à gauche notamment, qui nous intéressent pour la présidentielle, pour aller dans le fond des choses. Parce que là, on va revenir un petit peu aussi aux bases. C'est que boycotter, c'est une chose, mais parler aussi du capitalisme qui organise en fait grandement ces médias. Alors je vous l'annonce d'ores et déjà, on va s'intéresser au programme dont les propositions vont réellement remettre à zéro le fiasco actuel des médias qui sont détenus par quelques milliardaires. On va s'intéresser aux vraies questions, celles de leur propriété de ces médias, à qui ils appartiennent, pourquoi autant de médias sont détenus par si peu de personnes, mais aussi on va parler du pluralisme, qui passe aussi par les moyens donnés aux médias citoyens à but non lucratif, comme notre belle Radio Saint-Fé, mais pas que. Il y a aussi la question des journalistes, disons, indépendants. Moi, je les appelle des journalistes indépendants, mais c'est par exemple des streamers sur Internet. Il y en a quelques-uns qui font un travail intéressant, des youtubeurs aussi intéressants. Je sais pas si vous connaissez, les plus connus. Il y a Hugo Décrypte, Gaspard G, il y en a d'autres, je sais plus, j'ai pas les noms, mais moi par exemple sur Twitch et sur YouTube, je suis des équipes des mini-médias en fait, des mini-médias qui diffusent sur Twitch et sur YouTube. Par exemple, je vais vous citer une équipe que j'aime bien qui s'appelle la Zawa Prod. Par exemple, la Zawa Prod, on peut faire un don régulier comme à Blast, comme à Street Press, comme aux autres. Ils diffusent tous les jours des émissions, des interviews, des streams sur de l'actualité, etc. On peut faire un don sur Tipeee. En général, ils ont une page internet sur laquelle on peut faire des dons et on finance finalement des sortes de mini-médias indépendants qui font un travail hyper intéressant. Moi, je suis aussi Parole d'honneur, qui est un média décolonial. Il y a aussi Histoire crépue, qui est très intéressant. Tous ces médias, ces mini-médias qui sont des fois utilisés par une seule, on n'a qu'un seul visage, mais derrière il y a peut-être une petite équipe de 10 personnes, et ils ont besoin d'argent pour fonctionner, comme le Canard réfractaire on a passé un extrait tout à l'heure. Voilà, c'était ça un petit peu ma conclusion. Antoine aussi, tu voulais faire un peu de pub. La conclusion de mon côté, reste 30 secondes. Ouais, abonnez-vous à des médias indépendants. copmedia.org finance l'ensemble des médias indépendants. On peut avoir accès à de l'information gratuitement via le portail
des médias indépendants. Il y a un festival des médias indépendants. Donnez-leur de l'argent, ça leur donne de la force, même pas beaucoup, tous les mois. Si vous avez 5 € à lâcher, ça existe, c'est très important pour la démocratie et pour les présidentielles qui arrivent. Allez, on vous dit à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. C'était Radio Papote. Merci, on se retrouve le 22 mai. Merci beaucoup Antoine et bravo pour cette belle émission. Radio Papote, une émission qui se cache derrière son titre pour diffuser du contenu révolutionnaire.